Alors, je m'appelle Michèle Rothman, mais mon nom de jeune fille, c'était Smadja, qui est un nom typique de la ville où je suis née, Bonn, et aussi un peu de Tunisie. Il y a beaucoup de Smadja en Tunisie. Alors, Bonn, c'était une ville portuaire. Maintenant, elle s'appelle Annaba. Très jolie, parce que d'une part, il y avait une colline qui s'appelait Bugeaud. D'autre part, il y avait la mer. C'était vraiment un endroit très joli avec plein de plages. C'était une ville portuaire, finalement, pour moi, assez provinciale. Pas pour tous les gens de là-bas, mais moi, je l'ai vue un peu comme ça. Alors, il y avait la ville moderne, et mes grands-parents habitaient dans la ville un peu ancienne, on appelait la vieille ville. Je parle de mes grands-parents, j'adorais aller chez mes grands-parents, qui étaient les parents de mon père. Donc, mon grand-père, j'aurais dit vraiment que c'était un vrai chacham, grand, mince, avec un visage un peu austère. Et ma grand-mère, vraiment la plus gentille des femmes. Et il vivait dans une maison où, à l'époque, enfin, il y en avait beaucoup comme ça, il y avait une cour un peu intérieure, une sorte de patio. Et j'avais aussi une tante qui ne s'est jamais mariée, donc il y avait toujours l'ensemble grand-père, grand-mère et tante. Ma tante Cécile, c'était la sœur de mon père qui s'appelait Émile. Donc ils vivaient là et j'adorais aller les voir, je les aimais beaucoup. Et je les vois encore dans la cour, avec de temps en temps pour nous faire plaisir et surtout pour les fêtes, assis auprès du canoun, en train de nous mijoter des plats pour Shabbat et pour les fêtes. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui reste. Là, la cour, où on faisait aussi les feuilles. Vous savez ce que c'est les feuilles de briques. C'était fait sur un plat un peu bombé. Et ils préparaient de la farine avec de l'eau. Et ils les mettaient à cuire sur ce plat bombé. Ça faisait les feuilles les plus extraordinaires que j'ai jamais mangées pour faire toutes sortes de préparations. Voilà. Je vous parlerai peut-être après des préparations culinaires pour les fêtes, si vous voulez. Donc ça, c'était mes grands-parents. Ils m'ont vraiment... Mon grand-père me parlait déjà très jeune des grands maîtres, de la philosophie juive. Il était très ami avec le grand rabbin Naouri, qui a été le grand rabbin de Bonn. Et donc, pour moi, c'était vraiment une sorte de... La tradition était vraiment déjà avec une atmosphère un peu de sainteté, une odeur extraordinaire que j'ai retrouvée plus tard après, mais jamais à ce point-là, parce qu'il y avait en même temps une grande simplicité dans la manière dont on nous l'expliquait. Bonn, c'était aussi donc la ville du grand rabbin Naouri et la ville du grand rabbin Emmanuel Chouchana, qui était très jeune quand je l'ai connu. Voilà, donc ça, je peux vous parler un peu 3 secondes de la synagogue de Bonn, qui était dans la vieille ville et qui était vraiment, comment dire, pas adorée, mais les Juifs y allaient évidemment beaucoup, mais aussi les musulmans, parce qu'à l'intérieur de cette synagogue, il y avait un livre saint qu'on appelle la Griba, comme la Griba des Tunisiens. Les Tunisiens détestent quand on dit ça, parce que pour eux, il y a seulement la Griba de Djerba. Non, chez nous, il y avait une Griba, un livre saint, qui était adoré par les Juifs et par les musulmans qui venaient faire des prières et qui a été emmené par le grand rabbin Naouri en 1962. Il l'a emmené avec lui et maintenant elle est allée à Jérusalem. Ce livre saint, cette Griba de Bonn, est à Jérusalem je crois que c'est un institut du grand rabbin Naouri, voilà, qui est mort depuis. Voilà. Alors Bonn, autre chose, c'était aussi la ville de Saint-Augustin. Saint-Augustin est né à Bonn, qui à l'époque s'appelait Hippone, du moment des Romains. Ne me demandez pas les dates, mais voilà, il était aussi vénéré évidemment par les chrétiens. Et je crois que mon penchant pour l'interreligieux est né là, entre les musulmans, les juifs et les chrétiens. On a toujours vécu un peu comme ça, en se connaissant les uns les autres, en parlant de nos, comment vous dire, de nos traditions réciproques. On a dû vous dire partout qu'on s'apportait des gâteaux pour les fêtes. Ah non, je sais pas, nous, pour Pourim, par exemple, on aimait bien apporter à nos voisins nos petits gâteaux, les cigares, les petits gâteaux blancs, etc. Et nous, on nous donnait de la mouna au moment de leur fête, les fêtes chrétiennes. Et les musulmans, moi j'avais une amie, mais il n'y en avait qu'une, dans ma classe, au lycée, une amie musulmane. Et on adorait parler de nos traditions, de nos rites réciproques. Ça allait très loin dans la philosophie pour notre âge. C'était vraiment, je pense, que c'était assez élaboré.
Pourriez nous en dire un petit peu plus sur cet échange avec cette amie Ah musulmane? bah oui, on se disait, et toi tu penses comme ça, mais vous avez quoi, un seul Dieu, oui. Mais alors quelle est la différence, etc. Enfin ça allait très loin, c'était une façon de parler, hein. On n'était pas non plus, on faisait pas de métaphysique. Mais finalement, le côté universel des religions, finalement monothéistes, je crois que j'ai vraiment, ça s'est imprimé chez moi enfin en Algérie dès l'enfance, et puis après à l'université aussi, où là il y avait beaucoup plus de contact avec les musulmans et les chrétiens. Quand j'ai fait mon année après Bonn, donc j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait une année, ma première année d'université propédeutique, je l'ai faite à Alger, dans les années 55, je crois. Et là, vraiment, il y avait un brassage fantastique. Alors moi, je sortais de ma province de Bonn, où en fait les filles en sortaient pas beaucoup, etc. La grande distraction, c'était les tournées Karcenti qui venaient au théâtre, c'était vraiment, et le cinéma, c'était vraiment, moi c'était extraordinaire. Mais quand je suis arrivée à Alger, c'était non. Alors là, ça bouillait, c'était pour moi c'était extraordinaire. Est-ce que vous pensiez partir d'Algérie? Est-ce que vous pensiez rester à ce moment-là? On savait pas trop nous, hein. On était un peu vraiment inconscients. Non, on pensait rester quand même. C'est arrivé assez brusquement le 1962. Et alors là, pour les gens comme ma sœur, qui était plus jeune que moi, et mes parents, qui étaient fonctionnaires, je crois que mon père, en fait, oui, toute sa carrière, il la voyait en Algérie. Ça a été un gros choc, un choc brutal, la brutalité du départ, d'emmener n'importe comment les affaires, se retrouver en Algérie, se retrouver en France. Mes parents avaient un très bel appartement, etc. D'une seconde à l'autre, ils se sont retrouvés dans un deux pièces à Rambouillet parce qu'un de mes cousins leur avait trouvé ça. C'est un grand bouleversement. Moi, j'ai moins senti parce que j'avais déjà fait mes études en France, j'étais plus acclimatée à la France. Mais pour mes parents et ma sœur, c'était très dur. Ouais. À quel moment ils ont pris la décision de partir? Par quels moyens ils sont partis? Ah ben, en bateau, comme tout le monde, hein. En 62, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû partir. Mais moi, à l'époque, j'étais pas en 62, j'étais assistante de français à Livourne en Italie, parce que c'était ma première année d'assistante de français, comme j'étais professeure d'italien. Donc, j'ai pas vu. Je l'ai vu à travers l'angoisse que je pouvais ressentir, parce qu'en plus, on n'avait pas le téléphone. Je savais pas du tout ce qui se passait, comment mes grands-parents. Il y avait aussi mon grand-père qui était né qui était né en Algérie et mort là-bas. Mon grand-père Saadi Asmadja, qui est toujours dans le cimetière de Bonn, et ma grand-mère âgée avec ma tante. Enfin, mon père, c'était pour les Juifs d'Algérie qui devaient revenir avec des parents âgés et tout, c'était vraiment l'enfer pour eux, franchement. Pour ma grand-mère, elle est morte peut-être un an après. Ma tante, qui était donc vieille fille, a complètement eu plus aucune joie dans sa vie. Elle vivait avec mes parents, mais pour elle, sa vie était finie. Et mes parents, mon père a dû retrouver une situation, il l'a fait, parce que comme il était fonctionnaire, il a retrouvé une situation, mais ils n'ont jamais retrouvé leur gaieté. Jamais pour eux, si vous voulez. Ils n'ont pas eu comment dire, le cran, le courage, enfin non, l'envie de repartir. En fait, ils ont, je pense, été tout le temps nostalgiques un peu de la vie qu'ils avaient avant. Et au fond, après, pour eux, la vie s'est écoulée d'une manière un petit peu monotone, mais ils gardaient évidemment toujours les traditions d'Algérie, les fêtes, etc. Et au fond, nous, les enfants, on a été leur joie, point final. Tout était axé sur les enfants et les petits-enfants. C'était vraiment ce côté-là qui ne se sont pas rendus compte, au fond, de la richesse de la vie en France. Ils n'avaient plus le courage de se battre Non, ils vivaient dans la nostalgie de l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants de cette Algérie juive qui était la vôtre? Alors, curieusement, le judaïsme s'est transmis, je crois, jusqu'au bout des ongles à mes enfants, mes petits-enfants, tous les gens qui m'entourent. Je suis un peu pas la juive de service, on est tous très juifs, mais vraiment jusqu'au bout des ongles. Mais pas forcément le judaïsme d'Algérie. Et je dis même que mon mari a été enfant caché pendant la guerre.
On a retrouvé son instituteur et les 3 copains de classe avec qui il était pendant les années 1942-1943. J'ai fait un livre sur les enfants cachés. J'ai énormément travaillé sur la Shoah, enfin vraiment, beaucoup travaillé. Je sais beaucoup de choses et très peu de choses finalement sur mon propre passé. C'est pour ça que ça me fait plaisir aussi maintenant de recommencer à penser un peu à l'Algérie, quoi. C'est curieux, mais beaucoup de choses qui ont sauté dans ma tête avec le judaïsme algérien, voilà. Donc vous n'avez pas d'inquiétude sur la préservation du judaïsme algérien dans les décennies qui viennent? Ben, il faut effectivement que nous on est quand même la dernière génération, on fasse ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire prendre des témoignages, écrire. Je crois que c'est quand même, vous avez raison, un peu important, parce qu'au fur et à mesure, les gens qui ont écrit sur l'Algérie meurent. C'est vrai que pour la Shoah, beaucoup de gens se sont occupés de recueillir des témoignages. Eh ben, je suis très contente et je vous félicite de le faire pour les Juifs d'Algérie. Vous nous avez donné conscience en fait qu'il fallait le faire. Je crois que j'en avais pas conscience avant. Merci Michel.